Donc François Azouvi est notre invité ce soir pour ce livre paru chez Gallimard dans la collection Essais, du héros à la victime, la métamorphose contemporaine du sacré. C'est un livre tout à fait original, tout à fait passionnant. Vous allez en avoir un aperçu lors de notre conversation. Présentons rapidement François Azouvi, dont l'œuvre est double, me semble-t-il. Il y a une œuvre proprement philosophique, notamment d'histoire de la philosophie, avec des livres sur la réception en France de l'œuvre de Kant, sur Maine de Biran, à qui il a consacré sa thèse, sur Descartes ou Bergson. Il y a aussi tout un îlot, je dirais, ou un massif Ricoeur. François Azouvi s'est livré un livre d'entretien avec Paul Ricoeur. Il a également co-dirigé le cahier de Lerne consacré à Ricoeur, et il en parle beaucoup d'ailleurs dans ce livre. Et puis il y a un versant historique du travail de François Azouvi avec deux livres récents, Le mythe du grand silence, sous-titré Auschwitz, les Français et la mémoire, et un autre livre un peu de la même veine, Français, on ne vous a rien caché, sous-titré La résistance, Vichy, notre mémoire. Et puis ce livre, qui lui aussi est un livre qui mêle évidemment enquête philosophique, mais travail historique. La quatrième de couverture résume très bien le propos. Je me contente d'en lire le premier paragraphe. Autour des années 60 et 70 du siècle dernier, un bouleversement anthropologique s'est produit en France et dans la plupart des sociétés occidentales. Le modèle du héros qui prévalait jusque-là et qui dictait nos comportements a cédé la place au modèle de la victime. C'est un livre tout à fait limpide. Il ne faut pas être effrayé par la qualité de philosophe de l'invité. Il y a des philosophes qui écrivent en français lisible. Excusez-moi pour les professionnels qui sont dans la salle. Et qui a l'intérêt de ne pas se contenter de citer des auteurs canoniques, mais de regarder aussi ce qui s'écrit dans les journaux, ce qui s'écrit dans les romans, et vous êtes à l'évidence aussi un cinéphile averti. Enfin, autant de manifestations culturelles qui participent de l'ère du temps. Voilà comment nous allons procéder ce soir. Comme on a l'habitude de le faire classiquement, ça va être une conversation entre nous deux pendant 3/4 d'heure maximum. Ensuite, on vous donnera la parole, et puis il y aura une séance de dédicaces pour ceux qui le souhaitent. Dans un premier temps, nous allons suivre l'ordre chronologique de l'ouvrage en évoquant quelques-unes des étapes, pas toutes bien sûr, quelques-unes des étapes et des modalités de l'émergence de ce que vous appelez la société des victimes. Et puis dans un second temps, on va en venir à l'explication que vous en donnez dans l'épilogue, quelles sont les causes de ce bouleversement anthropologique. Donc, je vous l'ai dit, discussion, question de la salle. Et puis à 19h30, on signe des livres, et à 19h40, on est dans le tramway. Donc, il va falloir s'y tenir. Dernière chose, je rappelle que toutes les manifestations organisées par le Passage Sainte-Croix sont gratuites, n'empêche qu'elles ont un coût. Donc un appel est fait à votre générosité. Si jamais vous souhaitez verser votre obol à la sortie, c'est possible et même recommandé. Voilà. Ce livre, François Azouvi, démarre avec la guerre de 14, que vous appelez le moment 1914. Et vous rappelez un chiffre effarant. Dans la journée du 22 août 1914, 27 000 soldats français sont tués au cours d'une journée. Alors, même s'il ne faut pas faire part de l'obéissance, de la discipline militaire, nous sommes en plein, dites-vous, dans le modèle héroïque. Oui.
D'abord, merci de cette invitation, merci aux organisateurs, merci à Jean-Michel Vienne et aux autres de me donner l'occasion de m'exprimer ici sur ce livre qui rejoint très souvent notre actualité. Alors oui, en effet, j'ai choisi de commencer ce parcours à la guerre de 14. J'aurais pu le commencer à l'Iliade et l'Odyssée tout aussi bien, sauf que ça aurait été un peu plus long. Mais j'ai choisi 1914 parce que, de façon très classique, il m'a semblé que c'était le moment, un des moments en tout cas, où le modèle héroïque qui a prévalu depuis l'aube de l'humanité jusque donc ce tournant des années 60, le modèle héroïque avait le plus de portée, de virulence, de force. Alors, évidemment, encore une fois, j'aurais pu choisir d'autres moments, mais 1914 s'est imposé à moi par le contraste que ça fait avec notre époque. Et c'est vrai que quand on regarde, quand on lit ce qui s'est écrit à ce moment-là, un peu avant et pendant la guerre de 14 et en 14, on est, je dirais, on est pris de vertige en fait, parce que le déploiement de la fibre héroïque, l'appel à l'héroïsme se fait dans des termes qui nous sont devenus tellement étrangers, mais tellement étrangers que nous avons peine à imaginer qu'ils aient pu être proférés il y a finalement un peu plus d'un siècle. Bon. Quand je dis, quand on lit les écrits, c'est en fait tout le monde, de droite à gauche, quelles que soient les appartenances professionnelles ou confessionnelles, dans les partis politiques de droite à gauche, tous déploient un langage de l'héroïsme et de la patrie, ce qui va évidemment tout à fait ensemble, qui est pour nous tout à fait vertigineux. L'appel au sang qui coule et qui va féconder nos champs, la campagne française, et alors sans même parler, mais il faut quand même en parler, de la façon dont l'Église s'engouffre dans cette avenue en faisant l'apologie du héros. Tous les prêtres, tous les évêques, tous les plus hautes instances des églises chantent l'héroïsme. Le ciel est promis aux morts. Absolument, et c'est ce que j'allais dire. Il n'y fait aucun doute que les soldats tombés au champ d'honneur sont à la droite du Père. Voilà. Et ça, c'est il y a un siècle. Et c'est devenu, c'est un langage qui est à la fois unanimement tenu et qui fait contraste avec ce que nous pouvons entendre et voir aujourd'hui, qui fait contraste d'une façon incroyable. Justement, nous allons chausser les bottes de cet lieu et arpenter l'histoire. Après la guerre de 14, après ce qu'on a souvent qualifié de grande boucherie, il y aura forcément des mouvements, des auteurs, des militants pacifistes dans l'entre-deux-guerres. Malgré cela, vous estimez que le modèle héroïque perdure et qu'il faut en fait attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale, tous les années suivant immédiatement la libération, pour que l'ère du temps se modifie. Vous avez cette formule: l'héroïsme disparaît avec le goût de la guerre, et quand les héros quittent la scène, les victimes apparaissent. Et cette apparition des victimes, ça s'explique par l'énormité de la Shoah. Oui, mais alors permettez-moi, si vous voulez bien, de revenir tout de même un peu en arrière sur les périodes qui précèdent cet avènement des victimes, très brièvement, en particulier sur l'entre-deux-guerres. Parce que l'entre-deux-guerres est une période qui m'a paru très intéressante,
parce que, bien évidemment, le souvenir des millions de morts et de blessés, environ 10% de la population française, hein, c'est absolument colossal. Bon. Le souvenir des morts et des blessés et des gueules cassées hante les mémoires des Français, et une partie de la population, des écrivains, etc., et de diverses formations, les instituteurs par exemple, versent dans un pacifisme tout à fait radical. Il y en a des exemples fameux, un pacifisme radical qui les fait, bon, les formules sont connues, qui les fait préférer la domination d'Hitler quand elle commence à se profiler à une nouvelle guerre. Bon. Cette partie de la population existe, elle a un poids important, bien sûr, mais ce qui m'a frappé, que je n'attendais pas quand j'ai fait ce travail, ce qui m'a frappé, c'est que pour autant l'héroïsme ne disparaît pas comme vertu dans l'entre-deux-guerres. Il garde sa valeur. Et il garde même sa valeur, d'ailleurs c'est tout à fait frappant, chez un certain nombre des plus grands pacifistes. Je pense par exemple au philosophe Alain, mais même Romain Rolland, enfin, qui avait lancé son fameux appel en 1915, je crois. Chez un grand nombre de ces pacifistes déclarés, l'héroïsme reste explicitement une vertu. Alors, quel est le changement par rapport à l'époque qui précède ? Il est très simple. C'est que et pour parler schématiquement bien sûr, par grande masse si vous voulez, jusque-là l'héroïsme était couplé avec la guerre. L'héroïsme était un idéal guerrier. Dans l'entre-deux-guerres, et avec d'ailleurs, il faut le dire aussi, avec la guerre, mais aussi avec un idéal religieux, avec la sainteté. Héros et saint étaient des notions cousines germaines. On a ça chez Péguy, par exemple, de façon tout à fait à la fois géniale et exemplaire. Dans l'entre-deux-guerres, l'héroïsme se découple à la fois de la guerre et de la sainteté. Il devient un idéal laïque. Et l'héroïsme est reconverti vers d'autres valeurs, par exemple le sport. Chez beaucoup d'auteurs, par exemple chez Drieux-La Rochelle, mais aussi chez Monterland, par exemple, le sport, qui émerge à ce moment-là comme discipline, le sport devient le réceptacle, le lieu où s'exerce l'héroïsme. Et il y a d'autres secteurs où il s'exerce, par exemple le colonialisme. On voit beaucoup ça, se rendre dans les colonies et exploiter des terres vierges et civiliser des populations qui, entre guillemets, pour nous, ne le sont pas, c'est une forme d'héroïsme. Donc, c'est une étape très importante qui précède l'étape à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, dans la mesure où, encore une fois, l'idéal héroïque ne disparaît pas, il se recycle. Il se sécularise et il se recycle. Et survient alors, j'arrive à la période que vous évoquiez, survient la Seconde Guerre, où on assiste évidemment à un sursaut de l'idéal héroïque, nécessairement, qui se traduit d'ailleurs, enfin qui s'exprime pas des deux côtés. En France, en tout cas, il ne s'exprime pas du côté vichiste, où c'est plutôt la repentance qui a cours et qui fait le fond de commerce, par exemple des discours de Pétain. L'idéal héroïque, en revanche, s'exprime dans les discours de Gaulle, par exemple, et dans les récits des résistants. Alors là, il est magnifié, on le comprend très bien, c'est tout à fait normal. Alors, cette situation, cette valorisation de l'héroïsme, elle se poursuit dans l'immédiate après-guerre, et elle va de pair avec une dévalorisation de la victime. Ce n'est pas une nouveauté. La victime n'a jamais été en odeur de sainteté, si je puis dire.
Cette façon de considérer le héros et la victime perdure quelques années au lendemain de la guerre, et elle s'illustre de façon tout à fait exemplaire, tout à fait visible, dans la différence de traitement qui est faite entre, par exemple, les résistants, les morts de la résistance ou de la France libre, et les juifs de la Shoah. Il y a même des débats parlementaires sur les mérites qu'il revient d'accorder à telle ou telle catégorie. Absolument. Débats d'ailleurs qui sont extraordinairement éloquents parce que, en toute, je dirais presque en toute naïveté ou en toute impunité, ils expriment l'échelle de valeur qui vaut à ce moment-là. Parce qu'en effet, il s'agit de donner des pensions aux anciens combattants, et la question se pose de savoir s'il faut donner la même pension aux résistants et pour faire court, aux juifs, disons. Bon, je simplifie un tout petit peu, mais c'est quand même à peu près ça les deux catégories principales. Et avec une ingénuité absolument totale, la plupart des intervenants, y compris le ministre en activité à l'époque qui est Mitterrand, le ministre des anciens combattants, ça ne s'appelle pas comme ça, je ne me rappelle plus, mais bon, peu importe, disent explicitement: il est de bon sens que l'on donne plus à quelqu'un qui a risqué délibérément sa vie qu'à quelqu'un qui a été raflé par hasard. Bon. C'est une échelle de valeur qu'aujourd'hui à peu près personne sans doute n'exprimerait, en tout cas, ou peut-être même à laquelle il ne penserait pas, mais cette échelle de valeur est celle qui a cours à ce moment-là, et elle s'exprime en toute candeur, je dirais, et de fait, elle traduit la différence de statut qu'il y a, la différence de valeur qu'il y a entre un héros qui a risqué sa vie délibérément et une victime qui a été raflée et qui s'est retrouvé à Auschwitz. Bon. Cette situation, cette échelle de valeur dure quelques années. Oui, c'est ça, il faut une bascule assez rapide. Voilà. Très rapide. Incroyablement rapide même. Et contrairement à beaucoup d'historiens qui ont pensé que l'idéal héroïque et l'apologie inconditionnelle de la résistance avait duré à peu près aux années 70 et avait écrasé avait écrasé le discours de la victime, le discours des Juifs notamment. Contrairement à cette opinion, je la crois erronée, on voit très vite, c'est-à-dire en une petite dizaine d'années, on voit le modèle héroïque s'effacer, c'est-à-dire devenir au fond non pertinent et parfois même un peu suspect, et la victime émerger. Et alors là, c'est c'est un tournant absolument capital qui commence dans les années 50, car, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la victime vient de loin, si je puis dire, car il était même des écrivains juifs au lendemain de la guerre reconnaissaient la différence de valeur entre le héros résistant qui avait risqué sa vie et le juif, la victime juive qui avait été raflée. Ça n'était pas un point de vue, ça n'était pas seulement le point de vue des non-juifs. Les juifs partageaient exactement la même opinion. Et on voit, dès les années 50, on voit cette catégorie de la victime émerger doucement, à bas bruit, et probablement même sans que ceux qui la font émerger réalisent complètement ce qu'ils étaient en train de faire. Car, pour le dire de façon plus philosophique, ce qui est en train de se jouer là, et qui va donner cette révolution anthropologique qu'on disait tout à l'heure, ce qui est en train de se jouer là, c'est le fait de donner une valeur morale à la souffrance pure, c'est-à-dire à la souffrance qui n'a pas recherché l'affrontement, mais qui s'est trouvée là, la souffrance de celui qui s'est trouvé là et qui ne l'avait rien demandé, cette mutation est d'une extrême importance, et on va
poursuivre jusqu'à nos jours. Et elle se fait par le biais notamment des romanciers. Et je crois qu'il faut dire un mot ici, parce que c'est un tournant vraiment important, du fameux roman d'André Schwarzbach, Le Dernier des Justes. Parce qu'il marque une... Qui est un roman qui a connu un succès faramineux. Pendant très longtemps, il a eu en 1959, il a eu le prix Goncourt, et ça a été le prix Goncourt le plus vendu pendant des lustres. Bon. De la part de Schwarzbach, il y a quelque chose là de très voulu, de très décidé, et qui est de raconter l'histoire d'un juif qui n'est pas un héros, qui est un juif comme les autres, et qui est pris dans l'immense tourmente des années nazies, qui désespère parce qu'il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de voie, si vous voulez, et au fond du désespoir, il finit par penser que la seule issue, c'est au fond de se mêler à un convoi, à des juifs qui sont raflés, qui partent à Auschwitz dans les wagons à bestiaux, de se mêler à eux et de partir à Auschwitz et de mourir avec eux là-bas. Ce personnage, c'est d'une certaine façon un anti-héros. Ce n'est pas un juif qui a combattu, ce n'est pas un juif qui a résisté, c'est un juif moyen. Et Schwarzbach, de façon très délibérée, il l'a dit dans des textes un peu antérieurs à l'apparition de son livre, Schwarzbach a voulu justement peindre non pas un héros, mais un juif traditionnel, de la bonne espèce, et qui ne fait pas d'éclat. Et je vois là, moi, pour ma part, le commencement de cette histoire où progressivement, à la fois, le héros va se trouver destitué de son immense valeur et la victime pourvue d'une valeur qu'elle n'avait pas jusque-là. Justement, c'est à cet endroit du livre que vous introduisez une notion qui est centrale dans votre ouvrage. Vous dites que la victime est sacralisée. Qu'entendez-vous par là ? Écoutez, j'entends exactement ce que je ne fais que redire et répéter ce que les auteurs qui en ont parlé ont dit eux-mêmes. Je ne fabrique pas une interprétation, je m'efforce simplement d'y être attentif et de la redire. Dans le même temps où les victimes ont commencé à faire leur chemin dans la conscience occidentale, française mais occidentale d'une façon générale, les auteurs qui ont parlé de ces victimes, encore une fois, ce sont d'abord les Juifs, d'abord les Juifs de la Shoah. Après, ce seront d'autres catégories sociales. Mais donc les auteurs qui ont commencé à parler de ces Juifs du génocide ont éprouvé, probablement, je me mets à leur place, le besoin de les qualifier et de les valoriser, et de valoriser justement leur immense souffrance. Comment les valoriser ? Le langage traditionnel de la théologie ne marchait plus, n'avait plus cours. Au moment de la guerre de 14 et puis même brièvement après la guerre, on pouvait encore dire « ils sont morts pour la sanctification du nom, pour Dieu, pour… » Voilà. On pouvait encore tenir ce langage et il a été abondamment tenu, aussi bien d'ailleurs par des catholiques, tout à fait éminents, que par des juifs. Enfin, les catholiques ont joué là un rôle très très important et des gens comme Claudel, comme Maritain, comme Julien Green, etc., etc., et on pourrait en citer beaucoup d'autres, ont eu des textes admirables d'ailleurs à ce sujet et ont pensé, se sont efforcés de penser le génocide des Juifs dans des termes théologique, avec l'analogie évidemment du Christ. Bon. Mais ce qui est frappant dans les années 50, c'est que ce discours-là ne marche plus. Il est de fait abandonné par presque tous, juifs comme chrétiens.
Ça ne marche plus, on n'y croit plus. On ne croit plus que les Juifs de la Shoah ont été exterminés pour la sanctification du nom, comme on dit dans la liturgie juive. Alors comment qualifier ces Juifs de l'extermination? Comment non seulement les qualifier, mais leur donner la vertu, la valeur, l'éminence morale qui doit être la leur? Eh bien en les qualifiant de sacrés. En qualifiant de sacrés la posture qu'ils ont acquise du fait de leur martyre, du fait de leur souffrance, et on voit ce langage de la sacralité apparaître très tôt, dès les années 50. Par exemple, si vous regardez le film d'Alain Resnais, Nuit et brouillard, c'est dans ces termes qu'il est reçu, interprété par tous les critiques. On y voit une sorte de chant sacré, disent les critiques, d'oratorio, disent-ils. Et quand le livre de Schwarzbach paraît, c'est pareil, c'est ce langage qui vient spontanément sous la plume des critiques et des commentateurs. Il y a là quelque chose de sacré qui se joue. Et ce sacré, et ça va être le sens de ma conclusion, ce sacré se joue en dehors du religieux, du théologique à strictement parler. On y reviendra puisque c'est effectivement l'épilogue. Vous racontez une histoire tout à fait surprenante. Un auteur qui, c'est pas son vrai nom, a écrit un livre où il raconte sa déportation. Un livre qui connaît lui aussi un vif succès. Et au bout d'un certain temps, on s'aperçoit qu'il s'appelait, je sais pas, Georges Dupont. C'était un imposteur. Ce qui veut dire, c'est quelque chose d'absolument paradoxal, mais qui explique, me semble-t-il, la suite des événements, que le caractère de sacralité conféré à la victime rend d'une certaine manière désirable le fait d'être victime. Et du coup, de cette sacralisation de la victime, s'ensuit une concurrence victimaire. Oui, en effet. Le livre auquel vous faites allusion était paru sous le nom de Benjamin Wilkomirski. C'est un livre qui raconte l'enfance présumée, donc, enfin même pas présumée, fictive, donc, une enfance dans les camps d'extermination de son auteur, une enfance broyée, brisée, voilà, bon, comme on peut l'imaginer. Et c'est un livre remarquable. C'est un livre qui a reçu les meilleurs prix des diverses fondations consacrées à la Shoah, aux États-Unis, en France, etc. C'est un livre, moi je l'ai lu en étant, comme tout le monde, bouleversé par le livre. Et puis, en effet, on a appris par la suite qu'il ne s'appelait pas du tout Benjamin Wilkomirski, mais il s'appelait Bruno Grosjean, comme tout le monde. Il était suisse, il avait eu une enfance presque normale, bon, oui, presque, et il n'avait rien connu de tout ça, et donc c'était un parfait imposteur. Alors, cet épisode est tout à fait fascinant, parce que, imaginez une seule seconde, qu'on est en 1945, un survivant d'Auschwitz arrive et apprend que quelqu'un s'est fait passer pour un ancien déporté et qu'il a fait un livre, etc., etc. J'imagine à la fois l'horreur ou la stupéfaction de ce véritable déporté d'Auschwitz en entendant une chose pareille. Probablement, ça aurait, comment dire, ça lui aurait fait exploser les neurones. C'était inimaginable. Bon. En 1995, quand sort le livre, c'est non seulement imaginable, mais réel. La situation d'un ancien déporté devient enviable, devient désirable. Pourquoi ? Eh bien, vous l'avez dit, parce que c'est le comble de la victimité, et le comble de la victimité, c'est le comble de la sacralité. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, en 1995, depuis déjà, disons, une petite trentaine d'années, les victimes sont devenues des personnes sacrées.
Et alors, il se passe à ce moment-là une chose qui n'est pas le résultat d'une aberration, d'un excès ou d'une dérive malheureuse, c'est la concurrence victimaire. Et je pense, pour ma part, que la notion de concurrence, enfin le fait de la concurrence victimaire est substantiellement lié au statut de victime, au fait que la victime dans nos sociétés est infiniment valorisée. Je dirais, si vous voulez, la chose suivante, peut-être en vous choquant, l'héroïsme est une notion intrinsèquement élitaire. Il y a une élite des héros. Tout le monde ne peut pas être un héros, ne veut pas être un héros, ne prend pas le risque d'être un héros. Donc par définition, il y a peu de héros. En revanche, je dirais que la victime est une notion intrinsèquement, faut-il dire démocratique, j'en sais rien, mais en tout cas horizontale. Tout le monde peut être victime. Tout le monde peut être victime, voilà, exactement. C'est une notion parfaitement horizontale. Et à partir du moment où existent des victimes et que ces victimes sont sacralisées, il n'est pas possible que ne surgissent pas d'autres catégories sociales qui veulent être encore plus victimes que les premières. Et c'est ce qu'on va voir, pardonnez-moi un instant, c'est ce qu'on va voir dès les années 80 et encore a fortiori après et maintenant, c'est devenu banal de le dire, on va voir la concurrence victimaire s'installer. Et si vous me permettez juste d'illustrer le propos, cette concurrence victimaire, moi je la vois apparaître de façon tout à fait flagrante au moment de la guerre des 6 jours en 1967. Je ne sais pas si vous vouliez que j'en... Non, mais vous donnez bien des exemples de concurrence victimaire. Vous commencez par les Noirs, notamment aux États-Unis. Ils disent nous, c'est bien pire, en fait. Et ça s'étend à des tas d'autres catégories. C'est les colonisés, c'est les femmes, c'est les homosexuels, c'est les enfants. L'affaire d'Outreau. L'affaire d'Outreau est l'enfant dit la vérité, par essence. Mais revenez à la guerre des 6 jours, si vous voulez. Je peux aller directement là où vous me conduisez. L'affaire d'Outreau est en effet un exemple paradigmatique de cette histoire. La concurrence victimaire, donc, elle commence avec le règne des victimes. Moi, je date ça des années 60 et elle prend toute son ampleur dans les années 70 et 80. Et c'est le moment où d'autres catégories que les Juifs, et c'est bien normal, surgissent sur la scène et soit demandent, soit on leur confère le titre de victime. La première, sans doute, de ces catégories, c'est celle des femmes agressées sexuellement, avec le fameux procès où Gisèle Halimi se fait connaître en 1978, qui constitue le viol en crime. Donc, à ce moment-là, les femmes sont constituées ou se constituent, peu importe, en groupes potentiellement victimisés, puis, ou à peu près dans le même temps, la catégorie des colonisés, la catégorie des Noirs, c'est-à-dire au fond toutes les catégories sociales qui ont objectivement, réellement, été l'objet d'un traitement infériorisant. Bon. Et donc, on se trouve avec une grande variété de catégories sociales qui sont objectivement et qui se considèrent comme des victimes, et entre elles se joue une concurrence victimaire. Et d'ailleurs, il faut dire aussi, car c'est la vérité, que du côté même des Juifs se joue cette concurrence. Une partie des Juifs de l'élite, je pense à Lanzmann par exemple, pour ne pas le nommer, vit
cette concurrence victimaire comme une atteinte à la singularité de ce qui était arrivé aux Juifs, à la singularité de la Shoah. Qu'il puisse y avoir d'autres victimes, aussi victimes que l'ont été les Juifs, c'est pour certains intolérable. Et la même chose se joue du côté des Noirs. Alors aux États-Unis particulièrement, bien sûr, sur un mode mineur en France, parce qu'il y a beaucoup moins de Noirs, mais aux États-Unis, d'ailleurs ça a été étudié et c'est l'objet de quantité de livres, la concurrence entre les Noirs et les Juifs a pris un tour absolument dramatique dès les années 60. Et cette concurrence victimaire, encore une fois, je la crois intrinsèquement liée à la catégorie de victime. Autrement dit, tant que nous serons dans une société de victimes, nous n'échapperons pas à la concurrence victimaire, qui est une chose terrible. La victime, je l'ai dit pour commencer, est certainement une conquête de la pensée morale, mais le dégât collatéral de cette catégorie de la victime, à savoir la concurrence victimaire, est une chose terrible. Et alors, vous y avez fait allusion tout à l'heure, elle se déploie aujourd'hui dans notre société, dans nos sociétés, d'une façon absolument visible. Quand on pense par exemple au mouvement décolonial, quand on pense tout simplement à un phénomène que je ne songe pas à critiquer, mais qui est MeToo, par exemple, on est là en plein dans le règne de la victime et dans le risque de la concurrence victimaire, dans le risque de la fausse victime. Et alors, j'en viens finalement à ce procès Outreau, qui est extraordinaire parce que il illustre ce qui est... Il faut peut-être rappeler ce que c'était que l'affaire d'Outreau, enfin en deux mots. Oui. Tout le monde a ça présent à l'esprit. Oui, bon. Il illustre, le drame d'Outreau illustre cette dérive à laquelle on est arrivé avec la société des victimes. À force de les sacraliser, on en est venu à se dire et à penser que les victimes incarnent le vrai et incarnent le bien. Et qu'une victime ne peut pas dire le faux. Et au moment du procès Outreau, ce qui s'est produit, c'est ça. On s'est trouvé, enfin les juges se sont trouvés face à des enfants qui dénonçaient des crimes, dont on a appris après qu'un grand nombre d'entre eux n'existaient pas, et sous la poussée de la mentalité de l'époque et de la sacralisation des victimes, les enfants ont été systématiquement crus. Il y a cette phrase de Ségolène Royal qui est incroyable, mais malheureusement vraie. Elle a dit à ce moment-là, l'enfant dit le vrai. C'est fou, c'est fou. Enfin, n'importe qui a lu Freud sait que l'enfant ne dit pas le vrai. Bon, il dit des tas de choses, mais aussi le vrai, mais pas que. Et cette conviction que l'enfant dit le vrai a fait qu'il y a eu un nombre d'inculpés incroyablement élevé, et il a fallu la révision du procès des années après, pour constater qu'un très grand nombre de ces accusés, de ces inculpés, n'avaient rien fait du tout. Et pour moi, ce procès Outreau est effectivement une sorte d'événement phare, hein, d'événement qui illustre admirablement mon propos, dans la mesure où, encore une fois, nous sommes dans la conviction. Nous sommes toujours dans la conviction que les victimes disent le vrai et font le bien. Et on voit ça, par exemple, dans certaines dérives du mouvement décolonial. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a quelques années, à la suite de propos tenus par des Noirs sur des Blancs, de propos haineux, s'est posé la question de savoir si c'était du racisme. Il y a eu des tribunes dans le monde et ailleurs pour dire le racisme anti-blanc, le racisme émanant des Noirs, etc. Il y a eu une levée de boucliers, avec d'ailleurs certains de mes collègues, professeurs, qui ont pris la défense des Noirs en disant
il ne peut pas y avoir de racisme anti-blanc. Il ne peut pas y avoir de racisme de la part des Noirs, car le racisme est l'émanation d'un groupe qui est en situation d'éminence ou je trouve pas le mot, mais oui, voilà. Voilà. Et donc, ce n'est pas du racisme. Bon. Sous-entendu, des victimes ne peuvent pas être autrement que l'incarnation du bien. Nous sommes dans cette situation où, incarnant le vrai et le bien, les victimes sont au fond le parangon de nos sociétés. J'aimerais que vous disiez un mot de ce que vous nommez l'emballement législatif et compassionnel, et notamment des lois mémorielles, des lois Guesso, des lois de Taubira, qui évidemment ont un écho tout particulier dans une ville comme Nantes. Oui, alors ces lois, ce qu'on appelle les lois mémorielles, ce sont les lois qui sont issues de la loi Guesso de 1990 qui a criminalisé le fait de nier la Shoah. Bon, ce qu'on a appelé les négationnistes. Guesso, cette loi survient dans un contexte d'ailleurs déterminé, qui est toutes les saillies commises par Jean-Marie Le Pen à ce moment-là, dans les années 80, flirtant toujours avec la négation de la Shoah, l'antisémitisme, etc. Et Guesso a éprouvé le besoin de contrer ce mouvement et donc de transformer en délit la négation de la Shoah. Donc la loi Guesso a été promulguée à l'unanimité en 1990 et elle a donné naissance à toute une série de lois mémorielles qui se sont échelonnées jusqu'en 2005 et qui toutes ont cherché à criminaliser le délit de manquement à ce qui était considéré, à juste titre d'ailleurs, comme des victimes. Ça a été la criminalisation, par exemple, de la négation du génocide arménien, ça a été le fait de déclarer, c'est la loi Taubira, de déclarer crime contre l'humanité la traite négrière, etc. La traite négrière transatlantique. Oui, en la restreignant d'ailleurs très délibérément à la traite atlantique et en jetant un voile pudique sur les traites d'origine africaine. Donc il y a eu toute une série comme ça de lois mémorielles qui toutes reposent sur cette image, sur ce moteur qu'est la victime et le besoin de légiférer pour la protéger, le besoin de légiférer pour faire autour de ces victimes une sorte de cercle de feu pour qu'on n'y touche pas, qu'on ne puisse pas y toucher, et si on y touche, ça devienne un délit. Sauf que ces lois mémorielles ont des effets pervers terribles, car elles contribuent à fabriquer, si vous voulez, à piéger le territoire de l'historien en l'encadrant avec des considérations qui ne sont pas du registre de l'histoire, mais qui sont du registre de la politique. Et donc ça a déclenché tout un mouvement d'opinion, et finalement d'ailleurs, ces lois mémorielles, on a arrêté d'en promulguer. Je l'ai dit d'emblée, le temps nous est sévèrement mesuré, donc je propose qu'on arrive malheureusement trop vite à la conclusion. Bien sûr, bien sûr. Autant la grande partie du livre est une partie descriptive. Là, on vous en a donné un aperçu, mais très imparfait. Enfin, il y a des tas de développements intéressants. Je pense, j'en ai parlé à un de mes camarades présents dans la salle. Vous expliquez par exemple que le modèle héroïque subsiste, par exemple, dans l'après 68. Avec sur le thème « Nous sommes les nouveaux partisans ». On s'invente une sorte de généalogie héroïque. Tout ça est subtil, si vous voulez. Il n'y a pas un moment où le modèle héroïque s'arrêterait subitement pour faire part au règne des victimes. Tout ça se superpose, s'intercale. Le livre est très fin là. Mais
la conclusion. Vous défendez une thèse, vous allez me dire si je simplifie exagérément, vous dites en fait la raison majeure de ce bouleversement anthropologique, c'est la déchristianisation, ce que vous appelez le retrait du religieux. Vous citez des statistiques connues sur la baisse du clergé, la chute de la pratique religieuse régulière, etc. en France. Et vous dites, dès lors, c'est à la victime qu'il revient dans nos sociétés sécularisées d'incarner le vrai et le bien. Et vous ajoutez d'ailleurs, c'est pas cette mise en difficulté de la transcendance ne touche pas seulement la sphère religieuse, mais aussi la sphère politique. Oui, puisque du coup, notre société a tendance à se réduire à l'addition de groupes de victimes concurrentes. Est-ce que c'est bien cela que vous avez dit? Oui. Que je résume grossièrement en 3 phrases. Non, vous résumez bien. Je dirais peut-être pas que notre société se résume à l'agrégation de communautés, mais d'individus susceptibles en effet d'être des victimes et au détriment, ce qui est d'ailleurs banal de le dire, au détriment de la participation à une collectivité et à une nation. Bon. Oui, mais alors je reviens, effectivement, je me suis beaucoup posé la question. Pourquoi ce bouleversement anthropologique qui, encore une fois, n'est pas propre à la France, mais s'est fait dans la plupart des sociétés occidentales avec des variations qui peuvent être importantes, mais qui n'affectent pas l'essentiel. Pourquoi? Alors, je crois qu'il y a 2 ordres de causes. Les aristotéliciens, les scolastiques aimaient bien distinguer les types de causalité, et c'est vrai que c'est parfois pratique. Alors, je pense qu'il y a une cause instrumentale qui est le fait de la Shoah. C'est-à-dire qu'il s'est trouvé là une catégorie de personnes qui avaient infiniment souffert, sans l'avoir cherché le moins du monde, et cette catégorie de personnes appelait une catégorisation. Autrefois, c'est-à-dire peut-être tout simplement entre 1918 et 1939, probablement que ces mêmes juifs auraient été appelés martyrs. Car le héros et le martyr étaient des notions tout à fait voisines. Le martyr, c'était le héros qui avait raté, en quelque sorte. Enfin, en tout cas, non, je plaisante, mais le martyr, c'était le héros qui était mort. Bon. Ce couple héros-martyr avait une puissance extrême. Probablement que les Juifs auraient été considérés, qualifiés de martyrs. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette catégorisation n'avait plus cours, ne pouvait plus avoir cours, pour une raison qui m'amène à la seconde cause, qui est le retrait du religieux. Le martyr n'a de sens que dans un cadre religieux. Il y a des martyrs quand il y a un Dieu, quand il y a une transcendance, quand il y a une église ou une synagogue, peu importe. Mais quand il n'y a plus de Dieu, quand il n'y a plus d'église, quand il n'y a plus de transcendance, il n'y a plus de martyr. Le martyr, il témoigne pour Dieu. Et évidemment que dans le christianisme, le martyr par excellence, c'est le Christ. Et tout martyr, tout saint, se définit et est considéré comme un analogone du Christ. Mais quand il n'y a plus tout ça, quand il n'y a plus ce fond religieux, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait des victimes? Eh bien, précisément, on les sacralise. Et donc, ma conviction, c'est qu'il y a une cause instrumentale à l'apparition de la victime, ce sont les Juifs de la Shoah. Mais il y a une cause beaucoup plus profonde, qui est le retrait du religieux. S'il n'y avait pas eu le retrait du religieux, encore une fois, les Juifs, pour ne parler que d'eux, les Juifs de la Shoah auraient sans doute été des martyrs.
Prenez par exemple, dans l'entre-deux-guerres, les morts de la Grande Guerre. Ce ne sont pas des victimes. Sur aucun monument aux morts, vous ne verrez à nos victimes. Jamais. Vous voyez à nos héros. Et si on veut, parce que tous les héros ne sont pas vivants, il y en a beaucoup qui sont morts, si on veut parler d'eux, on parle de martyrs. Dans nos monuments aux morts, je vais vous raconter, j'ai 2 secondes. 2 secondes, après on va passer la parole à la salle. Je vais vous donner un exemple. Il y a dans la petite ville de Dôme, en Dordogne, il y a un monument aux morts qui est, pour moi, absolument, si j'avais dû ou pu l'inventer, je l'aurais fait. Il comporte 2 types d'inscriptions. Une première qui est tout à fait classique, où il est écrit « Dôme à ces héroïques soldats morts pour la France ». Bon. Et puis il y a une liste. Et en dessous, il y a une autre appellation aux victimes de la guerre de 39-45. Aux victimes. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que sous cet intitulé, il y a 3 catégories de morts. Il y a les déportés, donc ça on comprend très bien, les fusillés, on comprend déjà moins, parce que souvent ce sont des résistants et donc des héros, et les morts au combat. Donc vous voyez comment très explicitement, sous la forme d'une inscription sur un monument aux morts, on voit la différence de régime mémoriel entre les 2 guerres. Dans la première guerre, ceux qui sont morts au combat sont des héros et, détail, enfin supplément très important, ils sont morts pour la France. Dans la deuxième catégorie, ce sont des victimes et elles ne sont mortes pour rien. Enfin, en tout cas, jamais il n'est dit qu'elles sont mortes pour quelque chose. Et je crois qu'on a là l'illustration la plus parfaite de ce bouleversement anthropologique que vous disiez pour commencer. Merci de ce résumé forcément hâtif qui, j'espère, vous aura donné l'occasion d'aller plus loin. Vous pouvez applaudir. Maintenant, allez, nous disposons pendant un gros quart d'heure la possibilité d'échanger de 20 minutes peut-être, oui, mais il y a un train dans 1 heure, voilà. C'est ça la contrainte. Donc, qui veut se lancer? Oui. Oui, j'avais une question. Vous êtes dans l'univers chrétien, il y a quand même un retour du religieux pour certaines religions, on va dire, islamistes. On voit bien le champ sémantique de la victime, du héros, du martyr émerger. On voit bien à travers ça qu'il y a un retour en fait, du religieux et peut-être à travers la mort, la disparition d'une certaine religion, l'avènement d'une religion qui a peut-être subi, a été, ou s'annonce comme ayant été victime des 2 premières guerres mondiales. Leur répartition géographique a été décidée par les Occidentaux qui ont manifestement spoilé la richesse du pétrole qui leur a permis de développer leur énergie, et eux veulent manifestement retrouver ce qu'était leur territoire légitime avant même cette première et deuxième guerre mondiale. Est-ce qu'il y a dans ce champ sémantique de ce courant religieux quelque chose qui est, on va dire, un analogue par rapport, mais inversé, par rapport au travail que vous avez effectivement si bien analysé? Mais je crois que c'est un excellent exemple. Personnellement, je ne crois pas du tout au retour du religieux, même si il y a des épisodes de crispation et de frénésie, je dirais, de la part dans toutes les religions, de phénomènes paroxystiques, mais qui me paraissent plutôt être justement le symptôme d'une fin que le symptôme d'un renouveau. Mais ce qui est frappant, c'est que justement dans l'islam, vous avez cette apologie du héros.
tragiquement, quand il s'agit de terroristes, nous le savons tous, celui qui meurt pour la cause est un héros et il ira... voilà. Oui, ça même un martyr qui tue les gens, c'est pas pareil que le martyr bien sûr, que Saint-Sébastien, quoi. Mais il reste que c'est considéré comme un héros et c'est infiniment valorisé. Mais précisément, et ça me paraît être la confirmation de l'hypothèse que j'ai faite, précisément, il s'agit là d'une religion qui n'a pas connu la sécularisation qu'ont connu le christianisme et le judaïsme. Ce sont... Alors, l'islam l'a connu aussi et le connaît aussi, et probablement que ces phénomènes justement paroxystiques sont aussi la marque et le symptôme d'une religion qui se sent laminée par le rouleau compresseur de la sécularisation, de la démocratie, etc. Mais, pardon. Reste que, dans ces courants-là précisément, la sécularisation n'est pas intervenue. Et c'est donc pas par hasard que le modèle héroïque prévaut encore dans ces courants religieux extrêmes. Oui. Oui, juste une petite chose, mais très rapide, je vous rassure. D'abord, une info sur l'imposteur victime. Il y a un film que je recommande à tout le monde, qui est, je crois, un affiche en ce moment à Nantes, qui a été primé par le Festival de cinéma espagnol, qui est Marco, l'énigme d'une vie. L'histoire d'un homme qui a été jusqu'à président des déportés espagnols, etc. Et ça s'est révélé totalement fou. Et qui, sauf erreur de ma part, est issu d'un roman de Javier Cercas. C'est un roman vrai de Javier Cercas. C'est ça, voilà. La deuxième chose, sur la notion de martyr que vous liez à la religion, je pense par exemple à la figure de Jean Moulin, qui lui est un martyr laïque, qui a quasiment été sanctifié par l'oison funèbre de Marot, politiquement. C'est une première question. Et la deuxième, plus importante, au niveau des héros et des martyrs et des victimes de guerre, est-ce que vous ne pensez pas que, même si on a encore aujourd'hui des guerres type tranchées, comme en Ukraine actuellement, où les combattants sont quasiment face à face physiquement, mais de plus en plus, on va vers des guerres où la technologie modifie anthropologiquement, peut-être là pour le coup, la notion même de guerre. C'est-à-dire que depuis le Pentagone, sur un écran quasiment de jeu vidéo, par des drones, on bombarde, on voit venir la victime, et celui qui fait ça peut pas être considéré comme un héros de guerre. Est-ce que vous ne pensez pas, vous ne pouvez pas parler d'Hiroshima, mais peut-être la première brique de ça, une espèce de surmédiatisation et en même temps... Une espèce de... Surmédiatisation, oui. En même temps d'anonymisation, des victimes et également des héros, qui modifient complètement finalement ces termes. Est-ce qu'ils ne vont pas demain être complètement obsolètes? Parce que ce sont des robots finalement qui n'ont pas la guerre. Considérés comme des héros. Ben oui, je pense... Il y a encore une dimension, aujourd'hui, le garde 14. Allez-y. Oui, j'ai un peu du mal à vous répondre parce que il me semble, si vous voulez, en première approche, que l'Ukraine donne l'exemple typique du fait que l'héroïsme est une constante anthropologique et que donc il ne disparaît pas, il ne disparaîtra pas. Il y aura toujours des héros. Il y a celui qui a sauvé un enfant qui allait tomber du je ne sais pas quel étage, bon, etc., etc. Bon, des héros, il y en a toujours parce que, encore une fois, je pense que c'est une constante anthropologique. Bon, et l'exemple de l'Ukraine le montre admirablement, l'exemple des femmes iraniennes le montre également. Bon, voilà. Mais ça n'empêche pas que ce que vous dites est vrai aussi. C'est-à-dire que la transformation de la guerre anonymise certainement les combattants. Cela dit, les drones sont actionnés à distance, etc., mais ils tuent des vrais soldats. Qui, alors peut-être, ce ne sont pas des héros, ce ne seront pas considérés comme des héros, j'en sais rien. Je suis sûr que vous avez raison et que la technique moderne transforme la guerre, mais il me revient
il me revient ces propos de Monterland et de Drieux-La Rochelle, disant à propos de la guerre de 14 que ce n'est plus la guerre comme on l'aimait et comme elle était jadis, parce qu'on est dans une tranchée, on est à plat ventre dans la boue et les rats et la vermine, et c'est pas ça la guerre. Et quand Monterland est revenu de la guerre où il avait été volontaire, où il s'était porté volontaire, je crois, il est revenu en disant non. C'est fini, c'est plus ça. Donc je pense que la guerre se transforme en effet avec les techniques. Vous avez raison, oui. Madame, au premier rang. Oui. J'étais psy et j'ai beaucoup apprécié ce que vous décrivez. Il me semble toutefois que le statut de victime souvent concerne un groupe. Et pour l'avoir vécu, moi, d'avoir eu sur le divan, nombre de personnes qui étaient victimes. Alors quelquefois, après l'Algérie, après la guerre d'Algérie, après 39-40, et qui venaient des années après m'en parler, parce que individuellement, elles n'étaient pas reconnues comme victimes. Individuellement. C'était le groupe qui était reconnu, mais pas la personne souvent. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Le mouvement je disais au début, de reconnaissance de la dignité morale de la victime est aussi un mouvement d'individualisation de la souffrance. Oui, vous avez certainement raison. Et dans le cas des femmes, c'est particulièrement vrai peut-être. Dans le cas des femmes agressées sexuellement, c'est pas le groupe qui est agressé, c'est elles. C'est à chaque fois des personnes singulières. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Oui, je voudrais rappeler l'affaire Beltrame. Oui. Où toute une partie de la presse, il faut parler des médias, du retentissement, c'est un peu divisé. Certains disant carrément, oh oui, les héros, mais c'est parce qu'il était catholique. Donc ça rejoint un petit peu la notion d'héroïsme lié aux religieux. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même d'assez malsain? Dans quoi? L'héroïsme gêne. Oui. Alors, justement, vous parlez expressément de cette affaire dans votre livre. Oui, mais je pense que, pour une part, l'héroïsme gêne. Et j'ai été frappé en faisant ce livre de voir la prolifération des films dans les années 70 et 80, des films qui s'emploient à mettre en scène des faux héros, des héros imposteurs. Des héros qui n'en sont pas, qui ont fait croire qu'ils avaient été héros et qui n'étaient rien du tout. Peut-être le plus connu de ces... Enfin, c'est pas exactement ça, mais ça participe du même état d'esprit. C'est La Combe Lucien, le film de Lucien Malle, qui dépeint une petite crapule qui finalement qui hésite entre la résistance et la milice, comme si on pouvait hésiter entre l'un et l'autre. C'est idiot. Bon, et qui finalement va hésiter quand même, ça me paraît un peu... Bon, mais bref, effaçons ce propos. Et qui finit par aller dans la milice, donc, voilà, et qui se conduit comme un milicien. Et ce film, comme beaucoup d'autres, illustre la conviction dans laquelle on est à l'époque, très largement, que, au fond, le héros, c'est forcément quelque chose d'un peu malsain, et on n'est jamais vraiment un héros, si vous voulez. On est forcément un peu un imposteur. Le nombre de films qui ont été consacrés à ce thème m'a interpellé, j'ai été frappé par ça, et j'y ai vu justement, comment dire, l'illustration de ma thèse, enfin de l'une de mes thèses, de ce déclin du modèle héroïque. Mais pardon, j'ai oublié le... Oui, alors Beltrame quand même, parce Beltrame. Il y a cette plaque étonnante. Oui. Alors Beltrame, ça aussi c'est un exemple en or pour moi, parce que quand
quand il est, donc vous savez, vous rappelez l'histoire, il s'est constitué prisonnier au moment de la prise d'otage, il s'est constitué prisonnier pour que soit libéré un des otages de la part des terroristes, et il a été égorgé. Et peu de temps après sa mort, donc, on a solennisé le lieu où il avait été assassiné avec une plaque, et sur cette plaque, il y avait le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame avec ses dates, et avec cette phrase incroyable, extraordinaire, « victime de son héroïsme ». Ça, c'est magnifique, parce qu'on voit bien ce qu'il y avait dans la tête, ce qu'il pouvait y avoir dans la tête de celui qui a conçu cette plaque. Il a dû se dire, au fond, être un héros, c'est moyen. C'est pas terrible, un héros, c'est grave. Mais on va le faire victime. Alors, victime de quoi? Ben, victime de son héroïsme. Voilà. Alors, bon, ça a fait un tollé. Finalement, la plaque a été enlevée, l'inscription enlevée. Mais vous évoquez Jean Moulin. Vous imaginez Jean Moulin, vous imaginez Malraux disant de Jean Moulin qu'il a été victime de son héroïsme. Enfin, c'est... Vous êtes. Et est-ce que vous déplorez la fin des héros? Alors, oui et non. Je suis partagé parce que c'est vrai que quand on voit ce que l'héroïsme a, a cautionné, je reviens à la guerre de 14 par exemple, c'est vrai que c'est monstrueux aussi. Encore une fois, quand on lit les textes de cette époque et qu'on voit ce que l'héroïsme a servi à cautionner, à encourager, on se dit c'est pas possible. Mais d'un autre côté, c'est là où je suis partagé, d'un autre côté, je pense que l'héroïsme est une chose immense et quelque chose... Pardon ? Non, terminez. Oui, non, je pense que c'est une vertu immense. Et je me demande comment les sociétés, je me demande avec Malraux, et c'est là-dessus d'ailleurs que je termine mon livre, je me demande avec Malraux comment une société peut exister sans un type exemplaire. C'est ça ma grande question. Je pense qu'avec les victimes, on est encore une fois dans un modèle horizontal qui a ses vertus, hein, bien sûr, mais comment on fait société, comme on dit aujourd'hui, comment on fabrique une collectivité sans une verticalité? Je ne sais pas. Une petite question subsidiaire. Droit de suite. Est-ce que vous avez étudié la place des femmes chez les héros? Parce qu'il y a aussi des héroïnes qui existent. Non, j'ai pas étudié. C'est vrai qu'elles sont très absentes, mais vous remarquerez tout de même qu'elles sont de plus en plus à l'honneur sous la forme des femmes résistantes. On commence à en parler. Oui, c'est ça, c'est ça. On en parle. Bien sûr, mais on en parle beaucoup à l'occasion de la résistance, où elles ont joué d'ailleurs un rôle. Il y a un livre que je ne saurais trop vous recommander d'une historienne qui est Claire Andrieux, qui a fait un travail que j'ai trouvé passionnant avec un livre qui s'appelle « Tomber du ciel », tomber au pluriel. Elle analyse la façon dont les aviateurs descendus par la DCA, enfin ont été accueillis, recueillis ou pas, en Angleterre, en Allemagne et en France pendant la guerre. Et c'est tout à fait passionnant parce qu'on voit dans le détail que seul un historien peut apporter, on voit le réseau de sociabilité et d'héroïsme, alors pour le coup, qu'il a fallu pour qu'un très grand nombre d'aviateurs, je parle de la France, tombés, d'aviateurs américains ou anglais tombés en France, puissent être sauvés, nourris, abrités, logés, soignés et ensuite exfiltrés éventuellement. Et alors là, on voit ce que ça suppose en nombre de journées, affectées à cette tâche par généralement des femmes d'ailleurs. C'est absolument passionnant. Une autre intervention? J'ai une question. Comment vous percevez le développement actuel du courant de la justice réparatrice Réparatrice, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, chez les descendants d'esclaves et esclavagistes?
Mais pas seulement chez eux d'ailleurs. Hein. Cette forme de justice s'applique également à toutes les formes de victimes, y compris les victimes des prédateurs sexuels, etc. Hein. Je la vois comme un signe très intéressant, moi je trouve très passionnant, pour essayer de fabriquer une justice qui ne soit pas seulement punitive. Je dis bien pas seulement parce que ça n'exclut pas la justice punitive, bien sûr, mais qui soit une forme de réparation de la personne. Et ça, je trouve que c'est tout à fait... Comment ? Des personnes dans les deux. Oui, bien sûr. Oui, mais oui, bien sûr. Oui. On sort du courant victimaire, là. Il y a quelque chose qui se construit. Oui et non, parce que c'est quand même centré autour de la victime. Alors oui, c'est vrai, le bourreau est aussi fait partie de cette justice restauratrice, oui, mais la démarche initiale était quand même autour de la victime. Il s'agissait, c'est venu en gros, si vous voulez, c'est venu de la fin de l'apartheid en Afrique du Sud avec la commission machin et vérité, j'ai oublié. Desmond Tutu. Oui, c'est venu de là et il s'agissait là véritablement de façon prioritaire des victimes. Mais il y a un travail... Desmond Tutu qui était un dignitaire religieux chrétien. Bien sûr. Non, mais je pense que tout ça vient de là. Justement, bon, j'ai pas mal parlé, mais je tente une question ou une hypothèse. Est-ce que ce que vous appelez cette société des victimes ou serait une victimaire, ce ne serait pas pour... comme disait Chesterton, une idée chrétienne devenue folle. Parce qu'en somme, c'est pas le terme qui est employé dans le Nouveau Testament, mais la personne souffrante, enfin Matthieu 25, vous avez visité les malades, les prisonniers, les étrangers, ce que vous avez fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Il me semble qu'il y a là, une césure religieuse. Le souffrant n'est pas puni par Dieu, mais est le visage même de Dieu. Oui, on peut, vous avez raison de poser cette question, je me la suis posée. Cette thèse est défendue par quelqu'un qui a publié en même temps que moi un livre sur la société des victimes, qui est Pascal Bruckner. Alors lui tient qu'il est disciple de René Girard, et il tient que cette société des victimes est en effet une société archi-chrétienne. Bon, là-dessus, René Girard avait d'ailleurs des idées un peu différentes. Il voyait ça quand même comme une dérive, comme une sorte d'impasse. Bon. Mais Bruckner, en effet, est porté à croire, c'est pas toujours très clair dans son livre, mais bon, en gros, il est porté à penser que, un peu comme vous dites, qu'on est là dans une société hyper chrétienne. Alors, moi, je ne crois pas, mais on est là dans le domaine, je dois dire, des convictions. On se donne rendez-vous ici même dans 3 siècles. D'accord. On est là dans... Une seconde, je termine. Je crois qu'on est là dans le domaine des convictions et pas des preuves. Moi, je ne vois pas comment on peut... demeurer dans un cadre religieux quand il n'y a plus rien qui va avec ce cadre religieux. Il n'y a plus de salut, il n'y a plus de transcendance, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus d'église. Alors, c'est ce qu'on voit par exemple chez les woke, qui singent d'une certaine façon le religieux, et en particulier les mouvements baptistes, les mouvements évangéliques, etc., protestants. Mais je crois qu'on est là dans une sorte de caricature. Alors, moi je dirais plutôt caricature, vous voyez. Oui, Jean-Michel Vienne. Oui, est-ce que, pour aller dans le sens de votre interprétation, mais et la contredire d'une certaine manière, la figure même du Christ, oui, n'a-t-elle pas été modifiée par le passage du héros à la victime? Est-ce qu'on ne considère pas plus maintenant le fait que le Christ ait accepté d'être victime de l'ensemble de son milieu à l'époque comme un modèle à imiter
alors qu'autrefois c'était un héros, et modèle à imiter pour des raisons inverses. Oui, je comprends bien votre question, votre hypothèse, mais quel sens peut avoir le sacrifice du Christ s'il n'y a pas Dieu derrière? D'accord. Mais au contraire... Au contraire, c'est-à-dire un peu ce que vient de dire Thierry, c'est dans la ligne même de la victime, l'acceptation de la souffrance qui prend un sens que le christianisme se définit. Mais justement, c'est là où je coince, parce qu'il n'y a pas de sens dans cette société des victimes. Il n'y a plus de sens. C'est tout le problème. Vous mettez le doigt juste, à mon avis, sur le point. Il n'y a plus de sens. On est victime. Allez, il y a 2 questions, 2 interventions, ce seront les 2 dernières. Je voulais faire remarquer, il me semble que dans une société post-chrétienne, oui, il ne peut y avoir qu'une sorte de prolifération de la victime, la victime par excellence, c'est-à-dire le Christ, et qui ne peut que proliférer en se démocratisant, ou même en s'universalisant, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit victime, il faut que toute l'humanité soit oui, considérée comme des victimes au moins potentielles, pour que, au fond, on est dans une logique d'hyper-christianisation, peut-être délirante. Peut-être, je n'y crois pas, mais je ne suis pas capable de vous dire que j'ai raison et que vous avez tort. J'avoue que je n'en sais rien. C'est l'hypothèse de René Girard. René Girard dit quelque part, à propos justement de cette société des victimes, il dit « la révélation progresse à grands pas ». Mais moi j'en sais rien, parce que comme je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas si la révélation progresse. Et peut-être que vous avez raison. Moi, je ne pense pas que ce soit un progrès. Enfin, que ce soit en tout cas une voie, que ce soit qu'on aille vers ça. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on va vers une société qui cherche désespérément, et le mot est à prendre vraiment, qui cherche désespérément du sens à la douleur, à la souffrance, oui, et qui n'en trouve pas. Oui. Parce que, pardonnez-moi une seconde, je pense profondément qu'aucune société ne peut se passer de penser la souffrance. Et jusqu'à récemment, on l'a pensé dans les termes que vous connaissez, et ça marchait très bien. Alors, ça pouvait poser des problèmes, la théodicée et tout ce qu'on veut très bien, mais on savait la penser. Et on se retrouve là, dans des sociétés qui sont à court, qui ne savent plus penser la souffrance. Et ça, c'est terrible. Je joue le rôle ingrat de féroce gardien des horloges, donc ce sera la dernière question. La meilleure. Est-ce que la phrase suivante résume votre pensée? Les anciennes structures religieuses survivent, elles ne font que se déplacer sur de nouvelles figures. Les anciennes, pardon, j'ai pas... Les anciennes structures religieuses survivent, mais elles ne font que se déplacer sur de nouvelles figures, mais avec une crise du sang. Mais la question se pose, est-ce qu'on est dans une époque charnière ou une époque fin de civilisation? Alors, rendez-vous dans 3 siècles. Alors, pas de recul. Je ne sais pas. Je pense que nous sommes, à certains égards, dans une impasse. Mais à ce moment-là, j'ai une petite voix marxiste qui me dit « l'histoire se pose les problèmes qu'elle peut résoudre ». Très bien. Merci. Voilà. Excellente conclusion. On peut applaudir.